Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le travail sur la microbiologie de l'environnement et nous allons donc poursuivre sur l'étude des sols. Commençons par travailler un petit peu sur l'organisation d'un sol en reprenant un schéma de Claude Bourguignon qui est un grand spécialiste des sols. Donc vous retrouvez trois types de faune. En surface, la faune épigée, en intermédiaire, la faune qu'on appellera anécique et puis en profondeur, la faune endogée qui est donc au contact avec la roche-mère. Chaque faune a une fonction particulière. La faune épigée va permettre la formation de l'humus à partir de déchets végétaux. La faune anécique va aérer le sol. Et puis la faune endogée va aérer le sol et puis dégrader les racines mortes. Alors dans la faune anécique, il y a un organisme assez particulier, c'est le ver de terre, qui ne cesse de descendre en profondeur du sol et de remonter en surface du sol. Alors que fait-il? En fait, il va fabriquer de la terre. On va le voir par la suite. Donc ce ver de terre prélève en profondeur de l'argile, des particules d'argile, en superficie de l'acide humique, et puis il a des glandes particulières qui lui permettent d'utiliser du calcium pour faire un pontage entre ces types de particules, ce qui permet d'avoir des complexes, on appelle des complexes argilo-humiques, et de donner donc une structure particulière à la Terre. Alors, on en avait parlé dans les risques naturels majeurs lorsqu'on avait évoqué la problématique de perméabilité d'un sol. Alors si l'on regarde les différents compartiments de ce sol, on va s'intéresser par exemple à la litière. Dans la litière, on a des matières organiques mortes, donc des déchets de végétaux, feuillage, branchage, etc. Et puis, on va repérer aussi deux voies de devenir possible de cette matière organique morte. La première, c'est une minéralisation rapide par des micro-organismes. On voit ici, par exemple, qu'ils consomment de l'oxygène et qu'ils libèrent du CO2. Donc ça montre qu'on a une respiration microbienne ici. Et puis au final, ce qui va rester de cette litière, ben, ça sera de la matière minérale. Donc une minéralisation rapide en première voie. Deuxième voie, c'est l'humification. Alors l'humification consiste à transformer la matière organique morte en humus. L'humus, on va y trouver des acides humiques. Et ces acides humiques, vous vous souvenez de leur importance pour les complexes argilo-humiques. Donc on se retrouve avec une réserve organique au niveau du sol qui va être minéralisée petit à petit. Et donc on aura cet humus qui sera progressivement transformé en matière minérale. Alors, autre problématique importante dans les sols, c'est l'approvisionnement en azote. Alors, comment se fait cet approvisionnement? Ben, il va nous falloir parler du cycle de l'azote. Alors, deux situations. Première situation, la consommation de composés azotés en aérobie, et la deuxième configuration, ça sera l'anaérobie. Commençons par le devenir d'éléments azotés en aérobie. Donc, partons par exemple de protéines. Ces protéines vont être dégradées pour donner de l'ammonium, NH4+. Alors attention, la deuxième partie de la notation ici, le trait d'union et le N veulent dire simplement sur ce transparent l'azote contenu dans le NH4. Ce NH4+, va ensuite être dégradé par des bactéries qu'on appelle par exemple des nitrosomonases. Elles vont oxyder cette molécule et donner des nitrites. Ces nitrites vont être transformés en nitrates par d'autres types de micro-organismes, ici les nitrobactères. Et ces nitrates, ensuite, lorsque l'on est dans une situation anaérobie, peuvent être consommés. Vous voyez que ces nitrates peuvent être transformés en nitrites. Donc on a une enzyme qui s'appelle la nitrate réductase qui existe chez certains micro-organismes qui permet de transformer le NO3 en NE2, donc NO3- en NO2-. Donc c'est une respiration particulière qui est une respiration azotée. Puis ce NO2- sera transformé à terme en N2. Donc nous avons commencé au final à esquisser le cycle de l'azote, donc on va poursuivre ce travail. On a de la matière organique azotée morte dans laquelle on a des protéines et des peptides. Ils sont pris en charge par des bactéries et des champignons pour transformer cette matière azotée en NH3, c'est-à-dire en ammoniac, par un processus qu'on appelle l'ammonification, un mot à connaître. Le NH3 peut provenir aussi de la fixation de l'azote. Cet azote qui se trouve dans l'atmosphère ou dans l'eau, donc à disposition des bactéries qui sont capables de le fixer. Donc on va parler de fixation de l'azote en transformant ce N2 en NH3.
Vous reconnaissez ici une bactérie, la cyanobactérie, les cyanobactéries. On avait bien vu que ces cyanobactéries étaient capables de fixer le NH2 dans le support précédent. Du fait du pH, eh bien, des sols et du pK du NH3 NH4+, qui est un pK de 9,2, on va avoir surtout comme forme du NH4+, donc transformation du NH3 en NH4+, de manière spontanée. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle la nitrification, à connaître aussi comme mot, c'est-à-dire la transformation de NH4+, donc d'ammonium en nitrate. Les nitrates sont les NO3-. Alors cette nitrification se fait en deux étapes. La première étape, c'est la transformation du NH4+ en NO2-. Et la deuxième étape, c'est la transformation du NO2- en NO3-. Donc ça nous fait de l'ammonium transformé en nitrite par la nitritation. Et c'est fait par des bactéries qu'on appelle des bactéries nitreuses. Par exemple, vous pourrez retenir les nitrosomonas. Et ensuite, ces nitrites sont transformés en nitrate, NO3-. Ça se fait par la nitratation, un mot à connaître, par des bactéries qu'on appelle les bactéries nitriques. Vous pouvez retenir le nom de nitrobactère. Voilà pour la nitrification. On a maintenant des nitrates. Or, ces nitrates, eh ben, on le sait, ce sont des éléments indispensables pour la multiplication et la croissance de nos organismes, que ce soit des bactéries ou que ce soit des plantes. Donc, à partir de ce NO3-, nos organismes vont recréer de la matière organique azotée. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. On a une autre possibilité, c'est que le NO3- soit transformé en N2. On va avoir une dénitrification. Alors, vous verrez plus tard que le NO3- peut, c'est-à-dire les nitrates, peuvent être aussi à l'origine d'une respiration. Ce cycle de l'azote est à connaître parfaitement. Hein, vous êtes susceptible d'être interrogé dessus. Alors, continuons sur les sols. On a une région dans les sols qui s'appelle la rhizosphère. La rhizosphère, c'est la région où se développent les racines végétales. Alors, on a des symbioses qui se font entre les plantes et les bactéries. Vous avez par exemple ici des racines de légumineuses au niveau desquelles on va repérer des nodosités. Dans ces nodosités, les scientifiques se sont aperçus qu'il y avait des bactéries fixatrices d'azote, donc on parle de rhizobium, et ces bactéries fixatrices d'azote vont être capables justement de capter le N2 de l'environnement, le transformer au final en NO3- par tout ce qu'on a raconté tout à l'heure, et ce NO3- va être absorbé par les végétaux. Donc on a une réelle symbiose ici, puisqu'au final, les bactéries vont elles aussi bénéficier de la part des plantes d'un certain nombre de largesses, comme par exemple un certain nombre de sels minéraux. Alors, ce cycle de l'azote, vous avez vu, il y a des bactéries, il y a des champignons. On a vu tout à l'heure qu'au niveau du sol, on avait trois types de faune. Eh bien, ici, voici une étude qui est assez intéressante puisqu'elle fait l'estimation pour 1 mètre carré d'une prairie tempérée du nombre d'individus de chaque type de faune que l'on va avoir dans notre sol. À commencer par ici, donc la microfaune, donc, qui sont des tout petits organismes de moins de 100 micromètres. Ici, la mésofaune, des organismes de taille moyenne, de 100 micromètres à 2 mm, et puis ici une macrofaune de plus de 2 mm. Rendez-vous compte, dans 1 mètre carré de cette prairie, vous avez 10 puissance 15 bactéries, 50 km de filaments de type champignon, qu'on appelle les ifs, 10 millions d'individus de type protozoaire, 1 million de nématodes. Au niveau de la mésofaune, eh bien, que ce soit des colamboles, des acariens, des tardigrades, eh bien, on a plusieurs milliers d'individus de ce type-là dans 1 mètre carré de prairie. Et puis pour ce qui est de la macrofaune, donc fourmis, coléoptères, cloportes, myriapodes, etc., on a plusieurs centaines d'individus sur 1 mètre carré de prairie. Bien sûr, il s'agit d'une prairie qui est en forme. Ça veut dire une prairie qui a été préservée au niveau de sa biodiversité. Donc si on ne préserve pas la biodiversité de la
d'un sol, eh bien en fait on en perd toutes ses qualités. C'est un sol qui ne sera plus riche, c'est un sol qui ne permettra plus de nourrir les plantes. Donc c'est un drame absolu au niveau d'un sol d'avoir cette perte de biodiversité. Et on a des sols qui peuvent du coup devenir stériles à force par manque d'organismes. Alors l'ensemble de cette faune des sols, eh bien, va vivre en équilibre. Donc vous avez d'un côté ici les phytophages qui vont manger les végétaux, vous avez les prédateurs de ces phytophages, mais les prédateurs aussi des décomposeurs primaires. Vous avez les micro-organismes qui sont ici qui vont permettre de reminéraliser les sols. Et puis vous avez des décomposeurs secondaires qui apparaissent ici. Et donc, vous avez un équilibre de l'écosystème qui est permis grâce à la présence de l'ensemble de ces organismes. Donc, trouver des petites choses dans les sols quand vous gratouillez le sol, c'est tout à fait normal et c'est absolument nécessaire même. Je vous conseille de voir la vidéo que j'ai laissée sur la plateforme pédagogique, la vidéo de Claude Bourguignon, qui explique le fonctionnement d'un sol d'une manière remarquable. Alors, bilan de toute cette partie-là, euh, ce que j'espère que vous avez compris, c'est que tous les écosystèmes dépendent des micro-organismes. Regardez dans l'eau, tout part du phytoplancton. Le zooplancton mange le phytoplancton, donc s'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas de zooplancton. Ce zooplancton nourrit les poissons, qui eux-mêmes nourrissent d'autres poissons. Donc vous voyez qu'à la base de tout, on a le phytoplancton. Ce phytoplancton, en plus, c'est un poumon extraordinaire pour la planète. Dans les sols, on a vu aussi. Les sols, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire au final quand on les regarde comme ça. On a des écosystèmes de sols qui sont d'une richesse remarquable et qui nous fournissent, par exemple, les nitrates qui permettent à nos plantes de fonctionner, à nos plantes de pousser. Donc, on a une richesse, une biodiversité extrêmement riche au niveau des micro-organismes qui permettent justement l'équilibre des écosystèmes. Ce qui fait qu'on va trouver des autotrophes et des hétérotrophes, bien entendu, dans cette biodiversité. On va y trouver quoi? Des bactéries, des archéas, des levures, des virus, des algues, capables d'un petit peu tout, de la fixation de l'azote, de la fixation du carbone, donc capables de faire de la photosynthèse, capables de dégrader un grand nombre de molécules. On verra plus tard qu'ils sont même capables de dépolluer euh, des lieux qui sont, par exemple, souillés par des hydrocarbures, par exemple. Et puis, je ne voudrais pas qu'on oublie que ces micro-organismes sont à l'origine de la vie. Alors, plusieurs sens à cela. D'abord, l'évolution des espèces. Vous avez compris qu'il y a plusieurs milliards d'années, euh, sur la planète Terre, eh bien, c'était à la base des micro-organismes qui étaient présents et qu'on vient tous, au final, de cela. Donc, on voit que le métabolisme, en fait, que l'on a pu voir en S1 en physiologie, ben, on retrouvera plus tard des aspects extrêmement communs avec le métabolisme des micro-organismes. Et puis, bien sûr, l'origine de la vie, ben ça, je reviens sur le point initial, c'est que tout écosystème dépend de ces micro-organismes. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt.